Énéagramme et parentalité, comment élever ses enfants. Et le terme élever est choisi à la place du terme éduquer pour une raison particulière que j'expliquerai. Comment utiliser l'énéagramme pour accompagner au mieux ses enfants, nos enfants, dans leur plein épanouissement. Nous verrons dans cette vidéo qu'il existe deux manières de concevoir l'éducation d'un enfant. Une manière classique et une manière plus essentielle qui tient compte de la double nature des enfants. Et nous verrons que l'énéagramme est probablement l'instrument, l'outil le plus performant, le plus adapté pour nous aider dans notre rôle de parents, d'éducateurs, d'enseignants, quelle que soit notre fonction, quel que soit grands-parents, etc., oncles, tantes, quelle que soit notre fonction dans le lien que nous avons avec les enfants et comment on peut leur apporter quelque chose de vraiment essentiel que je vais détailler dans cette vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un petit peu différente puisque là je vais traiter d'un sujet qui me tient tout à fait à cœur puisque moi-même je suis père de 3 enfants et puis je suis éducateur spécialisé, j'exerce depuis 20 ans, je suis maintenant assistant familial, donc famille d'accueil, à l'heure où j'enregistre cette vidéo parce que j'ai considéré que travailler dans un foyer, une MEX par exemple, maison d'enfants à caractère social ou une maison pour jeunes enfants, avait par nature un caractère violent. L'enfant était stigmatisé du fait d'être placé en foyer, d'une part, et puis il ne grandissait pas dans une famille ordinaire, une famille. Et puis, vous prenez des enfants qui ont des problèmes et vous les mettez ensemble, et bien vous décuplez les problèmes et vous générez des réactions et des situations qui peut-être n'arriveraient pas dans une famille. Et donc j'ai vraiment senti très vite qu'il était nécessaire de travailler avec ces enfants pour pouvoir travailler du mieux que je pouvais en leur créant un environnement le plus harmonieux possible. Et l'environnement le plus adapté pour un enfant, c'est une famille d'accueil qui ne se substitue pas à sa famille. Donc, l'énéagramme et la 4e voie, c'est un sujet qui m'anime depuis très très longtemps. Et l'éducation, c'est un sujet qui m'anime depuis très longtemps aussi. Avant même d'être parent, je me posais beaucoup de questions sur l'éducation. Et puis, lorsque ma femme s'est retrouvée enceinte, je suis tombé sur un livre de Lilozovic, Le courage d'éduquer. Ce livre m'a attiré dans la bibliothèque. C'était comme si il ressortait, il était comme plus lumineux, comme si toute mon attention était focalisée sur ce livre. Je l'ai pris, je l'ai acheté. Alors, il y a des choses à prendre et à laisser, mais ça m'a ouvert une nouvelle perception de l'éducation, à savoir comment éduquer en conscience des enfants, et comment éduquer des enfants vers la conscience. Parce que le terme éduquer n'est pas forcément négatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui rejettent la notion même d'éducation. Éduquer, c'est conduire hors de soi. Dans un sens, je souscris à la vision de cet auteur, dont j'ai montré le livre, Jean-Pierre Lepris, à savoir que l'éducation est en général une arme de domination, en réalité, de conditionnement de l'enfant pour le préparer à entrer dans la société. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On est toujours dans ces mouvements de passer d'un extrême à l'autre. Et c'est très difficile de garder toujours le juste milieu, de ne pas tomber dans ces phénomènes d'un extrême à l'autre et par exemple, de ne pas succomber au phénomène de mode qui embrase tout le monde et qui emmène toute la foule vers une direction qui est souvent un extrême, en réaction à un autre extrême. L'enfant doit être préparé à s'insérer dans le monde extérieur, mais il ne doit pas être conditionné pour correspondre aux attentes du monde extérieur. C'est toute la nuance. On est passé d'une éducation qui moulait les enfants de manière relativement violente, voire très violente, même si ce n'était pas dans la violence physique, mais mouler les enfants pour les faire correspondre aux attentes de la société, à une éducation où on rejette la société beaucoup
et où on laisse l'enfant grandir un peu tout seul. Le rôle du parent, c'est d'être un tuteur qui montre la direction. Et effectivement, plus que éduquer l'enfant, il faut participer à son édification. L'enfant, par exemple, est soumis à la pulsion. Et j'ai appris dans l'éducation que éduquer, c'est frustrer. Et que l'enfant doit apprendre à gérer ses pulsions et donc à accepter la frustration. Et dans beaucoup de théories nouvelles sur l'éducation, on empêche l'enfant d'apprendre la frustration. Donc l'éducation, en tant que telle, n'est pas à jeter. En tout cas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du pain parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans la manière dont nous devons accompagner nos enfants. J'ai expliqué dans la vidéo Essence et personnalité que ce mouvement hors de soi et la création d'une personnalité structurée, harmonieuse est fondamentale, elle est nécessaire. Si on veut faire un travail de conscience et qu'on n'a pas bâti une personnalité équilibrée, il faut d'abord bâtir une personnalité équilibrée. Et c'est un travail qui est très long, qui est très compliqué, et c'est mieux si ça a été fait par les parents, par les personnes qui avaient en charge l'éducation des enfants. Et puis, cette notion d'élever un enfant, ça c'est mon point de vue, hein. Je sépare les deux, je ne sais pas si c'est... Je ne prétends pas donner une définition objective que j'aurais prise dans le dictionnaire. Élever un enfant, c'est lui donner la capacité, une fois devenu adulte, de pouvoir reprendre contact avec l'essence qui s'est endormie, et c'est normal. C'est la princesse endormie des contes de fées qui vient être réveillée le moment venu par un prince charmant d'un baiser ou en lui enlevant ce qui l'empoisonne, en enlevant le morceau de pomme coincé dans la gorge. J'ai aujourd'hui un recul puisque ma plus grande fille a 21 ans, et j'ai 2 filles qui sont encore jeunes. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'enfants dans le cadre de mon travail. J'ai pu comparer le travail dans une structure et le travail dans une famille. Donc je pense avoir un certain regard et un certain recul sur la question. Le point le plus essentiel, c'est de toujours se remettre en question. Jamais être sûr de la manière dont on agit vis-à-vis de nos enfants. Parce que la tendance vraiment très largement répandue chez les gens qui ont remis en question leur éducation, qui se sont dit, qui ont perçu les aspects néfastes de leur système éducatif dans lequel ils ont grandi, et qui le rejettent, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. Des personnes qui ont reçu une éducation trop sévère ou violente vont choisir, à l'opposé de la médaille, une éducation souvent laxiste, qui manque totalement de repères, voire de pères. On pourrait aussi faire une vidéo sur l'absence du père ces dernières décennies, qu'il soit présent ou qu'il ne soit pas là. L'homme ne joue plus son rôle de père. Et ça explique beaucoup de dérives que l'on rencontre dans la société actuelle. Donc j'ai commencé à tâtonner, à avoir une grosse remise en question, et moi aussi je suis passé d'un extrême à l'autre, trop de laxiste, trop permissif, éviter la frustration à l'enfant, jusqu'à ce que cet enfant nous frappe sa maman. Là, alors, 2 possibilités, soit, et c'est ce que je vois beaucoup autour de moi, soit on excuse l'enfant, on trouve que c'est normal et on laisse faire. Quelque part, on crée ce qu'on appelle un enfant roi, qui aura énormément de mal à faire un travail d'ordre intérieur parce que la frustration est à son paroxysme dans ce genre de travail. Je dois déjà être capable de surmonter la frustration. Alors j'ai réajusté et par tâtonnement, par une perpétuelle remise en question, peut-être excessive, la pression de ne jamais être à la hauteur et de toujours essayer de faire le mieux, ce qui était le mieux pour notre enfant. Et puis 10 ans après, nous avons eu d'autres enfants et la manière de se positionner est très, très différente puisque nous sommes appuyés sur les erreurs que nous avons faites et sur une plus grande conscience des mécanismes, notamment grâce à l'énéagramme. En quoi l'énéagramme est important et extrêmement intéressant pour l'accompagnement de nos enfants? Je ferai une formation pour les personnes qui sont vraiment intéressées, qui ont des enfants ou qui sont au contact d'enfants, pour pouvoir mettre la lumière, mettre le phare, le projecteur, non pas sur l'énéagramme comme outil de développement de soi, mais l'énéagramme comme outil d'accompagnement des enfants vers leur plein épanouissement. La première raison pour laquelle l'énéagramme est extrêmement important, c'est si je comprends que l'enfant porte 2 natures, le soi et le moi, sa nature réelle, quelque part, sur laquelle on vient construire une fausse
personnalité, ce qu'on appelle une personnalité qui est fausse par nature. Fausse personnalité, c'était quelque part un pléonasme. Mais attention, j'insiste, elle est nécessaire. Il ne s'agit pas d'élever des enfants sauvages qui n'ont aucun code de conduite dans le monde extérieur. Il s'agit de créer une structure fausse, mais une structure sur laquelle l'essence, le vrai moi, pourra s'appuyer pour générer la conscience. J'ai déjà expliqué que la friction entre l'essence et la personnalité peut générer la conscience. L'enfant est dans l'essence, il vit dans l'essence, mais il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience quand il frappe quelqu'un que ça ne se fait pas. Il a besoin d'apprendre la conscience, mais il ne peut pas. Il doit passer par des codes qu'on lui explique ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas se faire, pourquoi ça peut se faire, pourquoi ça ne peut pas se faire, etc. Il a besoin d'acquérir des codes. Ces codes vont quelque part emprisonner sa conscience. Mais une conscience emprisonnée va éprouver le besoin de se libérer de son carcan s'il n'est pas trop rigide, et c'est là où l'énéagramme est un outil extraordinaire, et faire exploser ce carcan pour revenir vers sa nature véritable, tout en gardant la personnalité non plus comme quelque chose qui enferme sa conscience, mais comme un outil au service de son essence. C'est ce que nous essayons de faire dans la voie initiatique, et ça demande énormément d'efforts. L'énéagramme nous a été apporté par M. Gurdjieff, Georges Ivanovitch Gurdjieff, fondateur de la 4e voie, avant d'être utilisé de manière plus psychologique dans l'énéagramme des 9 types. M. Gurdjieff disait déjà que normalement, dans des conditions normales, justes, harmonieuses d'éducation, l'essence s'endort, la personnalité est créée, elle prend progressivement de plus en plus de place, et à l'âge adulte, naturellement, l'essence se réveille et la personnalité va se mettre au service de l'essence. Nous sommes conçus pour ça. Mais, dit-il, à cause des conditions anormales d'existence et d'éducation, et ça je vais vraiment le développer dans la série B, donc je vous mets la liste, à cause de ces conditions, l'essence s'endort de plus en plus profondément, elle est plongée dans les méandres de l'inconscient, la personnalité prend toute la place et la conscience s'identifie à 100% à la personnalité. J'ai oublié que j'étais autre chose que ça, que mon vrai moi est d'une autre nature, et j'ai oublié jusqu'à son contact, jusqu'à son souvenir. L'énéagramme me montre comment, ayant oublié ce contact et les différents aspects de cette essence, notamment les idées sacrées, je vous renvoie vers les vidéos A, B et C pour approfondir ces notions, pour celles et ceux qui souhaitent. L'énéagramme nous montre comment nous gardons un souvenir inconscient de l'idée sacrée à laquelle nous étions peut-être plus sensibles, que nous étions venus incarner, et comment nous l'imitons compulsivement dans notre comportement. Comment nous imitons une qualité, un aspect qui vient de l'essence, une idée sacrée, l'essence qui vit dans l'unité, nous la recherchons dans le monde de la dualité. Donc forcément, on va retrouver quelque chose qui y ressemble, mais on va trouver aussi son opposé, son contraire. Par exemple, la quête de la perfection. La perfection sacrée est non-duelle. Tout ce qui existe est parfait parce que ça existe, parce que intrinsèquement, il ne peut pas en être autant, et nous voyons les choses avec un caractère neuf, comme un regard neuf d'enfant qui ne juge pas. Donc l'imperfection n'existe pas. Le type 1 qui cherche à imiter cette perfection sacrée va le faire en utilisant le mental, positif, négatif, bien, mal, vrai, faux, et donc il va séparer, il va chercher une perfection qui n'est pas de ce monde, puisqu'elle est du monde intérieur, et donc il va rejeter les imperfections. Et son attention va être constamment attirée par ces imperfections parce qu'elle lui rappelle que la perfection, il n'arrive pas à l'atteindre. C'est pour prendre un exemple du type 1 en résumant vraiment à l'excès. Et chacun de nous, nous avons cette compulsion à retrouver dans le monde de la dualité ce que nous avons perdu dans le monde de l'unité, à retrouver dans le monde fini ce qui vient du monde de l'infini, à retrouver dans le monde de l'impermanence ce qui vient d'un monde permanent, car éternel dans l'instant. L'instant n'a pas de passé, de futur. L'instant est dans le présent éternel. À partir de là, je ne peux qu'être frustré et ne jamais réussir à être comblé, puisque je suis comblé ponctuellement. Tout passe, tout change, tout est en mouvement perpétuel. La seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc même si j'atteins un état de complétude à l'extérieur, je finis par le perdre. Je ne peux retrouver cette complétude qu'à l'intérieur, au prix d'un travail
qui exige d'énormes sacrifices, sauf si j'ai eu des conditions d'éducation optimales, harmonieuses. D'où cette vidéo et d'où l'intérêt d'utiliser l'énéagramme comme outil d'accompagnement, de compréhension des enfants. L'un des avantages de cette compréhension de l'énéagramme, c'est que lorsque je fais des formations, je suis face à des parents qui ont un certain énéatype, qui ont un enfant qui a un autre énéatype, ils ne connaissent pas l'énéagramme et ils trouvent leur enfant extrêmement différent ou voire anormal. Parce qu'eux sont extravertis, ils sortent beaucoup, ils ont des amis, ils parlent, et leur enfant est plutôt timide, introverti, isolé, passe son temps dans sa chambre. Donc, quelqu'un qui serait du type 3, extrêmement actif et avec un besoin quand même de reconnaissance, qu'un enfant du type 5, c'est extrêmement opposé. Il ne comprendrait pas. Le 5 a besoin de comprendre, de savoir, de se protéger du monde, donc il reste dans sa tour d'ivoire, dans ses livres, et c'est à l'opposé du type 3 ou du type 8. Donc ça génère un stress chez le parent qui se pose des questions. Est-ce que mon enfant est normal? Est-ce que je ne devrais pas le pousser? Donc déjà, l'énéagramme vient dire stop. Il a son propre profil, on explique quelle est sa blessure primaire et quelle est sa peur primaire et pourquoi il se comporte comme ça. Et si je veux le forcer, je ne vais faire que renforcer sa problématique. Donc déjà, je comprends que mon enfant est différent, ou je comprends qu'il est comme ça parce que je comprends comment il cherche simplement naturellement à retrouver des qualités perdues à l'extérieur et à faire taire sa peur la plus profonde. C'est ça l'énéagramme. Si on résume à ça, on a tout dit. Alors, l'objet de cette vidéo n'est pas de décrire tous les enfants et tous les types, ça prendrait des heures. Sur la formation, elle dure 2 jours et elle est extrêmement dense. Donc je la découperai en différentes vidéos et j'en ferai une formation et je vais proposer différents, non pas des exercices, mais des mises en pratique pour pouvoir appréhender cet outil et l'utiliser au quotidien. Mais je vais prendre des exemples concrets que j'ai traversés en tant que parent ou en tant qu'éducateur. Un enfant de type 6, par exemple, qui est vraiment fixé dans la peur, qui est en recherche constante de sécurité. Il imite la qualité de l'essence qu'on appelle la foi sacrée et la force sacrée. La force sacrée, c'est la sensation que quand je suis en contact avec l'essence, je suis en contact avec quelque chose qui est hors du temps, hors des phénomènes et qui est quelque part inébranlable. Comme un socle inébranlable sur lequel je m'appuie. Et à partir du moment où je m'identifie à ce socle inébranlable, la peur n'a plus aucune place. Il ne peut plus y avoir de peur. Ça génère ce sentiment de foi. Non pas foi en un Dieu extérieur qui va me sauver, qui va me protéger, foi en l'univers. Non, pas foi en quelque chose. Un sentiment profond de foi qui imprègne toutes mes cellules. Et qui sait que peut-être je vais avoir des problèmes, je vais avoir un accident, mais qui n'éprouve aucune peur face à ce que la vie pourrait m'amener comme adversité. Je sais que je peux traverser, quelle que soit la difficulté, y compris la mort, parce que cette essence peut traverser la mort. Alors le 6 a perdu ce contact, il cherche partout à l'extérieur des personnes, des groupes, des croyances, des clans qui vont lui assurer cette sécurité. Il projette cette sécurité à l'extérieur. Le mécanisme de défense du type 6, le mécanisme psychologique, c'est la projection, et tout son type est basé sur la projection. Le 6 a la croyance profonde et profondément inconsciente que le monde est une jungle, que les forts mangent les faibles, et lui, il se sent faible. Alors il se dit, je dois me ranger avec quelqu'un qui est fort. Et donc il devient extrêmement loyal, parce que sa peur, c'est d'être exclu. Et un enfant 6 a besoin constamment de vérifier la sécurité. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça dépend du sous-type. Le sous-type concerne soit tout ce qui est lié à la survie, soit tout ce qui est lié au groupe et au côté social, soit tout ce qui est lié au couple ou aux amitiés un peu fusionnelles, aux relations fusionnelles. Mon sous-type va orienter le secteur dans lequel je vais chercher la sécurité. Si je suis plutôt syntonique, sexuel, la fusion, je vais la chercher auprès de mon conjoint ou de ma meilleure amie, mon meilleur ami. Si je suis plutôt social, ça va être dans un groupe ou une religion. Si c'est plutôt conservation, ça va être dans un travail, dans ma maison, dans ma famille nucléaire, parents et enfants. Donc un enfant 6 que j'ai accompagné, par exemple, lorsqu'on a sous-type conservation, lorsqu'on allait à l'extérieur, combien de temps on y va? À quelle heure on rentre? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'il y aura comme légumes? Est-ce qu'il y aura du pain? Est-ce qu'on peut amener un dessert? La peur de manquer, la peur de l'inconnu et un besoin de se rassurer en sachant exactement à quelle heure on y va, à quelle heure on part, qu'est-ce qu'on va manger, etc.
C'est très compliqué quand on est invité de dire on va arriver à telle heure, on partira à telle heure et on va manger ça et ça et ça. Donc, comment ne pas braquer l'enfant? Comment ne pas non plus lui donner réponse à toutes ces questions, mais comment essayer de baliser au maximum que on va arriver à telle heure, on essaiera de partir vers telle heure ou telle heure, mais c'est possible qu'on dépasse, et puis on peut amener un dessert si vraiment tu as peur de manquer de nourriture pour que tu puisses avoir quelque chose à manger, ou on va amener quelque chose à partager. C'était vraiment flagrant, ce besoin de tout de suite savoir, dès qu'on allait dans quelque chose de nouveau, d'inconnu, de tout, et qui sera là-bas. Est-ce qu'il y a des personnes que je connais? Est-ce qu'il y a des personnes que je ne connais pas? Le besoin de sécurité du 6. Un enfant de type 7 qui fuit la souffrance et recherche le plaisir, par imitation de la joie intérieure. La joie intérieure est une joie sans cause, une joie qui n'a pas besoin de circonstances extérieures. C'est ma nature. Elle n'a pas besoin d'être provoquée. Elle est. Elle est de toute éternité et elle n'a besoin d'aucun élément extérieur pour venir la faire naître, ou elle n'a peur d'aucun élément extérieur qui pourrait lui porter atteinte. Un enfant de type 7, conservation, problématique avec le rangement de la chambre, l'espace, le territoire, conservation, la survie, et qui avait énormément de mal à ranger sa chambre. Elle partage sa chambre avec sa sœur qui à l'époque était dans son 1, parce que les enfants ne restent pas dans le même type. S'ils sont 2, ils vont voyager dans les ailes, le 3 et le 1, ils vont tantôt être dans leur type, tantôt dans une aile, tantôt dans l'autre. Les ailes, c'est les types voisins. Ça a une importance, parce que mon type est le fruit des 2 ailes. C'est la loi de 3, toujours. Donc le type 2, par exemple, est la résultante du type 3 et du type 1. Et il porte vraiment des aspects du 3 et des aspects du 1. Donc un enfant est malléable, il est fluide, il n'est pas rigidifié comme nous. Sa fixation n'est pas encore fixée. Donc il va tantôt passer de l'un à l'autre, sur des périodes de plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années. C'est pas du jour au lendemain. Donc, elle était dans son comportement de 1, il fallait que ce soit bien rangé, et comme ci, et comme ça. L'autre, qui était 7, et c'est intéressant parce qu'ils ont un lien, le 1 et le 7. Et le 2 et le 7 sont opposés. Opposés, complémentaires, mais vraiment avec des risques de friction entre le 2 et le 7. Elles sont 2 et 7, elles partagent la même chambre. Alors, la petite qui était 7 avait vraiment beaucoup de mal à ranger la chambre. C'était très laborieux pour elle. Elle ne voulait pas, elle préférait jouer. Alors elle commençait à ranger un objet, et puis cet objet devenait un jeu. Et puis ce jeu, ça durait une demi-heure, pendant que sa sœur rangeait la chambre, ce qui a été source d'énormément de conflits. Comment faire? Est-ce qu'il faut sévir? Est-ce qu'il faut laisser faire? Ni l'un ni l'autre. Il faut accompagner. Si j'ai conscience que cet enfant est de type 7, ou qu'il manifeste en tout cas, ici et maintenant, des modalités du 7, parce que nous portons tous les types et l'enfant est encore très ouvert. Il peut très bien manifester des aspects d'autres types qui sont des compensations et que je dois accompagner comme si l'enfant était de ce type. Je ne cherche pas à savoir vraiment son type. J'observe les comportements et j'y réponds comme si l'enfant était du type en question. En l'occurrence, c'était clairement la souffrance et le plaisir. Elle ne recherchait que le plaisir. Donc l'accompagner à ranger la chambre, et peut-être en faire un jeu, mais tout en rangeant la chambre, que la peluche, par exemple, en jouant, en courant, elle s'amuse, elle va se ranger elle-même, et ainsi de suite. Le rangement de la chambre devient une forme de jeu. Elle arrive à sortir de sa croyance que le rangement de la chambre est forcément quelque chose de laborieux et qui génère de la souffrance. Ça peut être une source de plaisir. Et puis, quand la chambre est rangée, lui amener à prendre conscience de comment elle se sent dans la chambre. Est-ce que tu te sens bien? Quelque part, la joie d'être bien dans sa chambre est supérieur au plaisir qu'on peut éprouver quand on est dans la dualité. Fuite de la souffrance, recherche du plaisir. Donc l'amener progressivement à contacter la frustration, parce que le 7 évite la frustration, il n'aime pas la frustration. Donc l'amener à contacter, l'accompagner dans ce mouvement, dans cette rencontre avec la frustration, lui montrer qu'on peut le faire et qu'on peut en faire quelque chose de même sympathique, voire joyeux, et lui amener à goûter les conséquences. Comment tu te sens dans ta chambre, bien rangée, et surtout, comment tu te sens d'avoir dépassé cette frustration? Il y a souvent une forme de satisfaction de soi. L'orgueil et la forme de vantardise, la satisfaction de soi ordinaire est une imitation d'une saine satisfaction de soi quand on a accompli quelque chose de juste. Quand on a fait un travail qui était peut-être difficile, qu'on a dépassé des limites, on peut ressentir une saine satisfaction de soi. Et amener l'enfant à ressentir, à attirer l'attention sur est-ce que tu ressens, comment tu te sens toi-même avec le fait d'avoir réussi à dépasser ta frustration. Ou bien un enfant qui déverse sa colère, un type 8.
comment tu te sens là d'avoir réussi à gérer autrement ton émotion, de ne pas l'avoir dirigé contre la personne, l'autre enfant, en le frappant, mais d'avoir pu communiquer, exprimer ton besoin et d'avoir été entendu autrement. Donc voilà comment on peut utiliser l'énéagramme. Le type 9, c'est un type qui est plutôt routinier, qui n'aime pas trop les changements de direction, tout comme le 6 d'ailleurs. Donc, anticiper les changements de direction. Le type 9 a une grande force d'inertie. Il fait face à une grande force d'inertie. Il y a des domaines dans lesquels il va déployer énormément d'énergie parce qu'il s'y sent bien et que ça lui permet de ne pas aller rencontrer certaines zones inconfortables en lui. Et puis d'autres activités où il aura énormément mal et il va tout repousser. Donc amener le type 9 à dire, est-ce que tu as fait tes devoirs pour demain? Est-ce que tu as fait des tâches? Quelles étaient les tâches que tu devais faire? En général, il fait ce qu'il a envie de faire et il met de côté ce qu'il n'a pas envie. Et puis quand tout arrive à la surface, il rentre dans une forme de stress, d'anxiété. Et là, il pense plus qu'à ça. Et il se sent très mal. Donc l'amener à voir comment tu te sens d'avoir laissé tout ça de côté. Et là, avec l'anxiété, comment tu te sens? Comment tu te sentirais si tu avais fait ça en temps et en heure? Voilà comment l'énéagramme peut nous aider. Donc ça, j'approfondirai évidemment. Mais d'ores et déjà, comme je vais décrire tous les types dans la série B, vous pouvez anticiper et comprendre comment accompagner l'enfant. L'énéagramme nous montre que nous avons des évitements, des zones d'évitement et des zones de blessures et de peur que nous faisons tout pour ne jamais rencontrer. La clé, c'est d'amener l'enfant à rencontrer d'abord ce qu'il évite. Le 9 évite le conflit. Donc amener l'enfant 9 à s'affirmer dans une situation où on sait qu'il sera en confiance et où on sait qu'il sera entendu. Et s'il n'est pas entendu, s'assurer d'arbitrer pour qu'il puisse sentir qu'il peut entrer dans un conflit parce qu'il a peur de s'affirmer par peur du conflit, parce que ça cache une autre peur plus profonde, l'amener à dire, tu vois, là tu es entré en conflit, tu t'es affirmé et tu n'as pas perdu la relation, il n'y a pas eu de problème. Donc tu peux t'affirmer toi-même. L'enfant va remplacer la croyance primordiale, je n'ai pas le droit de m'affirmer, par finalement je peux m'affirmer. Le type 1 qui évite la colère, lui montrer qu'il peut rencontrer et exprimer la colère, et que ça ne va pas détruire son monde. Le type 2 qui évite de reconnaître ses besoins, et qui va toujours rendre service, attention le type 2, on a tendance à dire c'est un enfant facile, il m'aide, il s'occupe de ses frères et sœurs, oui mais il renforce sa compulsion. Vous ne l'aidez pas en le laissant prendre cette place. C'est pas à l'enfant d'aider, c'est aux parents. Alors pour un type 7, c'est l'inverse, ou des types un peu plus paresseux, il faut les amener à participer. Mais un type 2 qui va facilement prendre soin de sa mère, de son père, de ses grands-parents et se sacrifier, c'est pour mieux éviter ses besoins, parce qu'il ne veut pas aller voir ses besoins. Donc, questionnez-le. Oui, mais toi, est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? C'est quoi que toi, tu as envie de faire? C'est quoi ton besoin? Et en général, c'est assez compliqué. L'encourager à exprimer et faire en sorte de pouvoir réaliser son besoin si c'est possible. Il verra qu'il a le droit d'exprimer ses besoins et que ses besoins peuvent être entendus. Le 3 qui a peur de l'échec, l'accompagner dans des activités dans lesquelles il n'est pas forcément à l'aise, où il n'est pas sûr de gagner, et le valoriser, même quand il ne gagne pas. Lui montrer que c'est pas ça qui est important. C'est d'avoir participé, d'avoir passé un bon moment avec les amis, avec la famille. Parce que le type 3 a peur de l'échec. Et donc, on a tendance, il nous ramène des bonnes notes, et les parents se disent, bah, tiens, je fais bien, je le valorise. Non, je renforce sa compulsion. Si c'est un type 3 et qui ne sent son identité que quand il est valorisé et qu'il gagne, qu'il réussit, qu'il est le meilleur, qu'il a des bonnes notes, qu'il gagne beaucoup d'argent une fois adulte, ou qu'il monte dans la hiérarchie, qu'il est délégué de sa classe, peu importe, vous renforcez sa compulsion. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le valoriser, mais il faut faire attention et d'être vigilant, de dire c'est bien que tu aies gagné, mais ça aurait été bien même si tu avais été deuxième, même troisième, même dernier, parce que tu as participé. Et ça, c'est bien. Tu as participé, tu as pris le risque. Et le valoriser quand il est en échec. Lui dire que c'est pas ça qui est important. Soit vous renforcez la compulsion en le valorisant quand il est en échec et en l'ignorant quand il n'est pas en échec. Et même des parents très bienveillants disent bah, je mettais en plus ses résultats à la famille. Ah, mon fils, il a réussi ça, et puis il a fait ça, et il a réussi ça. En fait, on renforce sa compulsion. On renforce sa croyance que pour exister, il doit gagner. Il doit être le meilleur, performant, être le premier, etc. Il faut apaiser cette croyance et renforcer quelque part la croyance inverse, c'est-à-dire je peux avoir de la valeur même si je rate, même si j'ai raté, même si je suis le dernier, même si je ne suis pas le premier. Le 4 évite la banalité, il évite d'être comme les autres. Là, c'est pareil, accompagner l'enfant 4
à sentir qu'il peut être compris parce que le 4 a l'impression qu'il souffre plus que les autres et qu'il éprouve des émotions plus fortes, ce qui est vrai d'ailleurs, mais il y a des raisons derrière. Donc l'amener à dire, je comprends, effectivement, je te comprends, je vois que tes émotions sont plus fortes, ta souffrance est peut-être plus forte que la mienne, lui dire qu'il est compris, lui faire sentir qu'il est compris, et lui montrer que même s'il est comme les autres, même s'il n'est pas toujours original ou qu'il ne force pas la spontanéité, l'authenticité, il peut être reconnu et il peut avoir sa place dans la famille. Il n'a pas besoin d'être différent. Quelque part, on pourrait valoriser, ah mais lui, il est authentique, il est lui-même, il n'est pas comme les autres. Il a son identité, il s'habille de manière très originale, il parle de manière originale, il décore sa chambre de manière originale, etc. Attention à ne pas valoriser un comportement qui est une compulsion et qui ne va faire que renforcer sa fixation dans son type. Aider l'enfant à affronter les zones inverses et à voir qu'il peut y survivre et qu'en fait tout se passe bien. Tu as vu, tu as fait comme les autres, tu n'étais pas différent, tu t'es pas fait remarquer ou tu t'es habillé un peu comme tout le monde et personne ne t'a rien dit et tu as vu, tu avais ta place. Le type 5, lui, il a tendance à éviter de ne pas savoir. Il a besoin d'accumuler des compétences, des savoirs, pas forcément sur tout, mais sur des domaines bien spécifiques, de montrer qui c'est. Lui montrer et lui faire savoir que même s'il ne sait pas, il n'y a rien de grave, il a le droit de ne pas savoir. Ne pas valoriser ses compétences intellectuelles parce qu'il va lui-même valoriser et puis nourrir cette fixation qui, en réalité, il acquiert des savoirs sur le monde pour mieux éviter d'être touché par le monde. Il met un écran quelque part entre le monde et lui. C'est son esprit, c'est le savoir. Je sais tout sur ça, donc j'ai pas besoin finalement d'y aller. J'ai pas besoin de me laisser toucher par l'expérience. L'amener, ne pas le forcer, mais l'amener, l'encourager quand il montre des signes où il a envie d'aller faire une activité, par exemple sportive, physique ou artistique, qui n'est pas dans son habitude, l'encourager, l'accompagner pour l'amener à sortir de sa zone de confort, quelque part, en sécurité. On donne de cette manière des outils à nos enfants qui, une fois adultes, auront pris l'habitude de sortir de leur zone de confort, d'aller rencontrer des choses qu'ils évitent et qui vont grandir à une vitesse exponentielle, grandir intérieurement. Le type 6, je l'ai expliqué. Le type 7, je l'ai expliqué. Et le type 8 a peur d'être faible. Donc, il veut toujours être fort. Il a peur d'être dominé par les autres, alors il domine. Il a peur d'être violenté, alors il violente. Il a peur d'être manipulé, alors il impose. Lui montrer qu'il a le droit à la faiblesse. Encourager quand il se livre, quand il montre des gestes de tendresse. Alors, j'ai un exemple un peu délicat, mais quelqu'un de proche dont l'enfant était 8. Et cet enfant avait tendance à vraiment frapper tous les autres enfants. Et un jour, dans une structure pour enfants, à chaque fois qu'elle arrivait, les parents rangeaient leurs enfants. Ils cachaient leurs enfants parce qu'elle arrivait, elle tapait, elle mordait, tout le monde. Un jour, mon épouse qui est là lui montre qu'elle peut entrer autrement en relation, qu'elle n'a pas besoin de ça. Elle lui montre qu'elle peut dire bonjour ou être simplement sympathique ou tendre. L'enfant expérimente et elle voit qu'en étant tendre, la personne en face lui renvoie la tendresse. Elle recommence et elle a aperçu que tout le comportement des enfants face à elle a changé. Elle s'est rendue compte que même si elle ne les agressait pas, elle ne se faisait pas agresser. Mieux, elle pouvait entrer en relation et avoir des amis. Cette simple intervention, qui n'a pas du tout plu aux parents d'ailleurs, a pourtant transformé l'enfant et aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un 8 qui est beaucoup plus tamisé que ce qu'elle était avant. Beaucoup plus dominatrice autrefois, beaucoup plus dans la violence physique, alors que là, elle a compris, il suffit d'une fois, d'un contact qui vient nous montrer que nos croyances sont fausses pour qu'on puisse accepter d'entrer dans ces territoires. Si on accompagne nos enfants petits à entrer dans cette manière de dépasser leurs peurs, leurs craintes et de voir qu'en réalité, leur monde ne s'écroule pas, que ce dont ils ont peur ne se matérialise pas, alors on leur donne des outils extraordinaires pour leur vie d'adulte. Ce que nous avons énormément de mal à faire, ils le feront beaucoup plus spontanément. Je prends un exemple, ma fille qui a 21 ans, qui est de type 1 et de plus en plus dans le type 7, donc un type d'intégration sur l'énéagramme, ce qui montre qu'elle s'épanouit. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on est fixé dans un sous-type dans lequel notre peur va se projeter, mais dans lequel on est très à l'aise. Et puis ça c'est le sous-type actif. Puis nous avons un sous-type passif, dans lequel nous sommes beaucoup moins à l'aise, mais nous sommes quand même à l'aise et on peut fonctionner.
Et puis, le rencontrer ma peur ici me dérange moins. Et puis, le sous-type neutre dans lequel nous ne sommes pas du tout à l'aise. Et j'ai vu ma fille qui spontanément, d'un sous-type actif, a exploré son deuxième sous-type et a même exploré spontanément son troisième sous-type, ce qui a équilibré totalement sa relation avec le monde et son psychisme, puisque le but de l'énéagramme et de la quatrième voie est d'équilibrer les trois centres. Et chaque centre est lié à un instinct, donc à un sous-type. Et donc, si j'arrive à équilibrer mes trois centres, je vais me projeter dans le monde en étant aussi bien à l'aise dans un domaine social qu'un domaine de conservation, la survie, le travail, la maison, la famille, que dans un domaine syntonique, une relation duelle. Donc les outils donnés, par exemple, elle se mettait une énorme pression à l'école. Et notre travail a été de dire, tu vois, tu peux avoir une mauvaise note, tu as un devoir demain, tu es fatigué, tu ne travailles pas. À un enfant, on lui dirait, bah, tu travailles. Et puis, même si tu es un peu fatigué, peut-être s'il est paresseux, on va l'encourager à dépasser. Mais elle, c'était l'inverse. Elle se mettait trop de pression. Donc, nous lui avons dit, c'est pas grave si tu as de mauvaises notes, même si tu reviens avec une note sous la moyenne, même si tu reviens avec un zéro, quel est le problème? Et donc, elle a commencé progressivement à voir qu'en travaillant un petit peu moins, elle avait à peu près les mêmes notes. Donc, elle travaillait encore un peu moins, elle a les mêmes notes. Donc, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait relâcher complètement la pression, ne plus rechercher la perfection, parce qu'elle cherchait non pas à être la première, elle était déjà la première dans toutes les matières. Elle cherchait à avoir 20 sur 20. C'est vraiment typique et caricatural du type 1, le perfectionniste. Et donc, plus les années passent et plus elle se rend compte qu'elle peut relâcher complètement, faire le minimum sans en faire trop et avoir exactement toujours des notes brillantes et déplacer son énergie, son attention sur d'autres aspects de la vie qu'elle n'aurait pas développé si elle avait continué à être focalisée sur ses études, son travail et la perfection, la meilleure note, enfin la note maximale. Elle n'aurait pas développé ces autres sous-types et cette expansion vers le 1. Dès qu'elle a relâché sa croyance qu'il faut qu'elle ait la meilleure note, la note parfaite pour être bien, elle a commencé progressivement à évoluer vers le type 7. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des questions, parce que c'est très vaste et c'est très complexe de cerner le type de notre enfant. C'est déjà complexe de cerner le nôtre. Parfois, il y a des types, on les voit très bien, donc je vous renvoie à la vidéo qui sert de faire une aide au diagnostic, de manière à cerner des triangles, pour des types qui sont plus assertifs déjà, ou très actifs, ça cerne. On peut isoler des types comme ça. Et donc, ça permet d'affiner le diagnostic et de se dire, tiens, j'hésite maintenant entre 2 ou 3 types. C'est beaucoup plus facile que si je me vois partout. Parce que je peux facilement me voir partout et voir mon enfant un peu partout. Donc, si je devais conclure, l'énéagramme, le but, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de développer cette personnalité la plus harmonieuse, la plus structurée, la plus complète possible, et en même temps lui donner la possibilité à l'âge adulte, en lui donnant les outils depuis l'enfance, de pouvoir explorer et faire ce chemin de retour vers son être. Parce que ce n'est jamais facile. Je constate par exemple chez ma fille, ça demande des efforts, toujours. Mais les blocages et les mécanismes de défense ne sont pas aussi puissants si on a pu accompagner correctement l'enfant. Ça se fait plus spontanément. M. Gurdjieff disait que jusqu'à l'âge adulte, on est tous dans le même fleuve. Et puis, le fleuve se sépare en deux branches. Un fleuve évolutif, qui va nous conduire vers l'immensité de l'océan, et un fleuve involutif, qui va nous conduire dans les abîmes souterrains. Si l'enfant, à l'âge adulte, est entré dans le fleuve évolutif, il va spontanément, beaucoup plus naturellement évoluer. Parce que sa conscience sera là, elle sera éveillée, et elle lui dictera ce qu'il a à faire. Il va l'entendre. Alors que si nous sommes tombés dans le fleuve involutif, ce qui est le cas de 99% des gens, voire 100%, il y a des exceptions peut-être, c'est l'inverse. Nous allons de plus en plus nous identifier à la personnalité et de plus en plus nous éloigner de l'essence et la repousser dans les méandres de l'inconscient. Donc, tout notre travail en tant que parent consiste à aider l'enfant à s'insérer dans le fleuve évolutif. Et c'est possible. Mais, et là j'en reviens au cœur du problème, le cœur du problème c'est que je décris dans mon livre de fond en comble, de A jusqu'à Z, quelles sont les causes qui amènent l'enfant que nous étions, ou les enfants en général, à se couper de la source réelle de leur être, de leur essence, pour se projeter à vie
dans une personnalité. Quelles sont les raisons? Il y a des raisons qui tiennent au traumatisme subi, au manque de holding, ce qu'on appelle le manque de soutien physique, psychique, et le manque de holding, de soutien spirituel. C'est-à-dire un enfant qui grandit dans un environnement où les parents sont dans un fonctionnement à partir de leur personnalité, l'enfant s'adapte. Il perçoit, il est très perméable, c'est une éponge, il perçoit la vibration et il sait qu'il doit s'adapter pour survivre. L'enfant est d'une vulnérabilité extrême et il sait très bien, viscéralement, instinctivement, que s'il n'est pas accepté par le groupe dans lequel il apparaît, sa famille par exemple, il ne peut pas survivre. Donc il a ce mécanisme de s'adapter, c'est beaucoup plus fort que lui, c'est un mécanisme de survie quelque part, de s'adapter au monde extérieur. Et si les parents vivent leur vie à partir de la personnalité, l'enfant va naturellement, même si les parents font de leur mieux, va naturellement endormir de plus en plus son essence et devenir comme les gens autour de lui. Si les gens autour de lui ont cette quête intérieure et de manière sincère et authentique et bien guidés, cheminent vers leur propre essence, vibratoirement, ils vont aider les enfants. Donc la meilleure manière d'accompagner nos enfants dans ce chemin, c'est d'abord de nous accompagner nous-mêmes et d'utiliser les frictions avec nos enfants, les difficultés, les moments d'échange, pour travailler cet outil par excellence de reconnexion à l'essence qu'on appelle la présence à soi-même, l'attention à soi-même. Quand je suis avec mon enfant, est-ce que je peux être dans une attention soutenue à moi, ici et maintenant, mes sensations, mes émotions, les pensées qui me traversent, et ne pas m'identifier. Donc ça, c'est le but de ce que j'explique dans toutes les vidéos sur ce canal. Qu'est-ce que c'est s'identifier? Qu'est-ce que c'est être présent à soi-même? Quels sont les outils de la présence à soi-même au quotidien? Donc quelque part, je peux très bien utiliser l'énéagramme en essayant d'amener les outils à mon enfant, ce que j'ai expliqué dans toute cette vidéo, mais la meilleure manière, c'est aussi d'utiliser l'énéagramme pour ma propre croissance intérieure, pour fournir à mon enfant un environnement qui anime en lui l'essence. Si l'essence ne trouve pas d'éléments extérieurs qui vibrent sur la même fréquence, elle va s'endormir. Si elle trouve des éléments à l'extérieur qui vibrent sur la même fréquence, quelque part, elle sera animée. Pourquoi l'initiation, le travail sur soi ou l'énéagramme, c'est une transmission orale, directe, dans des groupes de travail? Parce que la personne qui a pu cheminer et éveiller sa propre essence, vibratoirement, dans un groupe de travail, il y a une forme de réveil. C'est comme si la fréquence vibratoire de l'essence éveillée chez l'instructeur va aller réveiller progressivement cette même essence endormie chez les personnes qui viennent pour suivre l'enseignement. L'enseignement ne peut être valable que s'il est fécondé par cette présence, par cette essence. J'ai beau avoir les meilleurs outils du monde, si chez moi l'essence n'est pas éveillée, je ne peux pas prétendre l'éveiller chez les autres. C'est aussi simple que ça. Il y a cette vibration qui passe et qui peut réveiller l'essence, mais il y a la participation active de l'élève, de l'aspirant, qui doit mettre en place les pratiques proposées, notamment la pratique de l'attention. Donc, faire de la relation avec notre enfant un outil de connaissance de soi-même, de travail sur soi, va en retour les aider à faire la même chose, parce que les enfants ne font pas ce qu'on dit, ils font ce qu'on fait. Et ils ne sont pas ce qu'on veut qu'ils soient, quelque part. Ils sont ce que nous sommes. Ils vont imiter nos comportements, mais ils vont aussi imiter notre état d'être. Si je cultive la présence à moi-même dans la relation avec mes enfants, même sans en parler, quelque part, ils vont le sentir, ils vont capter et ça va réveiller cette même essence chez eux. Très bonne fin de journée.